Mesdames, Messieurs, nous allons parler français, pas seulement pour qu'on puisse parler français de temps en temps, mais parce que nous sommes trois Français et rien n'est plus ridicule. Déjà deux Français qui parlent anglais ensemble, c'est assez rigolo. Vous connaissez tous le film avec Louis de Funès et Bourvil, T for Two, ils cherchent à s'identifier. C'est une des séquences les plus drôles du répertoire de Louis de Funès. Mais à trois, alors là, vous passeriez votre temps à vous esclaffer, ce qui serait dommage parce que nous allons être assez sérieux aujourd'hui. Et vous vous souvenez que l'an dernier, nous avons eu une session qui était d'ailleurs émouvante, je crois, pour un certain nombre d'entre nous, avec le patriarche Bartholomé, notre fidèle, avec le grand rabbin Raïm Corsia, et une haute autorité musulmane qui travaille avec le recteur de l'université Al-Azhar au Caire. Et ce débat qui se passait juste après l'attaque du 7 octobre avait été d'une réelle profondeur et tolérance et assez remarquable. Alors, le petit débat d'aujourd'hui, il y a une personne que je ne citerai pas explicitement, qui est assise au premier rang, de sexe féminin, qui m'a dit, l'an dernier, il m'a dit ce serait peut-être intéressant qu'on organise une discussion avec peut-être des chercheurs français ou des gens qui ont réfléchi au phénomène de l'islam sous l'angle politique, mais avec une vraie réflexion scientifique approfondie. Et j'ai pris cela au mot. Et nous allons commencer, nous allons avoir deux séquences. Une séquence d'à peu près une demi-heure, la première séquence avec Olivier Roy, qui lui ne ressemble pas à un grand rabbin. Et nous allons avoir une discussion avec lui en partant. Non mais ça peut, on peut. Non mais je peux faire. Voilà. Je vais faire le signe de croix. Tu vas la couper ta kippa en trois. Et nous allons partir d'assez loin, en fait. Enfin, d'assez loin et d'assez près. Je crois que les deux sont vrais. Enfin, grosso modo, quand même, de l'année 1979, on va dire, parce qu'il faut bien partir de quelque chose. Et puis, ensuite, nous aurons un quart d'heure avec le grand rabbin Corsia qui donnera son point de vue, une réaction, pas seulement d'ailleurs sur ce que nous aurons dit à l'instant, mais peut-être aussi sur l'ensemble de l'exercice auquel nous nous livrons au sein de la World Policy Conference, sur l'interaction entre, on va dire, religion et politique, qui est tellement important de nos jours. Alors, cher Olivier, je ne te présente pas parce que tout se trouve dans les documents et beaucoup de gens te connaissent, mais ta spécialité reconnue mondialement, c'est, on va dire, le chiisme, même si tu ratisses plus large. Olivier Roy a d'ailleurs commencé comme étudiant ses premières armes en sillonnant l'Afghanistan à une époque où ce n'était pas du tourisme, hein, à une époque où il n'y avait pas tellement de gens qui allaient à la découverte de ce vaste pays. Alors, l'année 79, je crois que la plupart des experts aujourd'hui sont d'accord là-dessus, est un grand tournant. C'est l'année de la révolution iranienne. C'est l'année de l'entrée des soviétiques en Afghanistan. Et la fin de l'année 79, c'est également l'année du siège de la Mecque, dans laquelle d'ailleurs les Français se sont illustrés. Voilà, alors c'est un point de repère, je crois, absolument fondamental, puisque l'après 79, par toute une série de phénomènes, de guerres, etc., ça a progressivement conduit, on peut dire, à la situation qui est la situation actuelle. Voilà, donc
Je te passe la parole. On démarre avec ça. Je t'interromprai de temps en temps. Nous en saurons déjà beaucoup plus au bout d'une demi-heure qu'avant. Mon cher Olivier, tu as la parole. Merci. L'année 79, donc du côté où moi je travaillais à l'époque, puisque j'allais en Afghanistan, mais je traversais l'Iran, je suis censé parler le persan, donc c'est des zones que je connais assez bien. On voit surgir donc un phénomène qu'on a appelé islamisme, c'est-à-dire la vision de l'islam comme une idéologie politique et militante. Alors en Afghanistan, c'était des sunnites purs et durs, très conservateurs, et en Iran, des révolutionnaires, hein, c'est-à-dire les grands amis de l'Iran islamiste, c'était pas du tout le roi d'Arabie, c'était Fidel Castro, après ça sera Chavez, etc. Donc l'Iran s'est tout de suite branché sur un courant anti-impérialiste, anti-américain, dès le début, et disons pour le moins neutre par rapport à l'Union soviétique. Donc l'Iran s'est tout de suite présenté comme le champion de la cause islamiste dans l'ensemble du monde arabe. Et ils se sont donc au début, ils ignoraient la différence chiite-sunnite. Ils se considéraient comme l'avant-garde par définition. Et ils ont lancé un appel au soulèvement général dans l'ensemble du monde musulman pour renverser les régimes pro-occidentaux. Et puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Tout de suite, il y a eu la guerre avec l'Irak et une grande partie, disons, des autorités, la plupart des autorités musulmanes sunnites ont soutenu Saddam Hussein contre l'Iran. Donc l'Iran a raté son OPA sur l'islam en général. Et du coup, ils se sont repliés, je dirais, sur ce qu'on a appelé ensuite l'arc chiite. D'emblée, il y avait ce qui allait devenir le Hezbollah et qui a rejoint l'Iran. En Afghanistan, au Pakistan aussi, il y avait des mouvements pro-iraniens d'emblée. Et puis stratégiquement, ils étaient alliés évidemment avec la famille Assad en Syrie, parce que l'ennemi des Assad, c'était Saddam Hussein, et puis les Assad sont des Alaouites, hein, donc une catégorie religieuse considérée comme un peu crypto-chiite. Donc l'axe iranien, ça va consister à tenter à ce moment-là de s'appuyer sur les minorités chiites partout dans le monde arabe et sur les groupes qu'on pourrait appeler de crypto-chiites, comme ce qui allait devenir les Houthis au Yémen, les Alaouis en Syrie. Mais cette OPA sur le monde chiite a été en fait pas un grand succès. Leur meilleur succès, c'est le Hezbollah, qui est devenu d'emblée une espèce d'Iran, de petit Iran, de petit Iran plutôt, même formation, même idéologie, même vision des choses. Mais en Irak, ils ont raté leur OPA. Le clergé iranien, représenté aujourd'hui par l'ayatollah Sistani, s'est opposé au concept de guide suprême en Iran. Dans le Golfe, ils ont aussi raté. Hein. La famille des ayatollahs, Shirazi, a refusé aussi le velayat et faqih. Donc le succès de l'Iran était limité, mais ça leur permettait d'intervenir dans l'ensemble du Moyen-Orient. En gros, du Liban jusqu'au Golfe. Hein. Et donc ils ont tout de suite joué la carte pro-palestinienne. Voilà, la cause palestinienne était pour eux la cause par excellence qui permettrait d'unir les musulmans. Ça n'a pas permis d'unir les musulmans, mais ça a permis à l'Iran de devenir une puissance régionale, hein, et jusqu'à, on pourrait dire, avant-hier. Bon, alors, ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Bon, alors, ensuite, progressivement, tout ceci s'est développé d'une manière à la fois très politique, avec des guerres qui se sont multipliées. On a eu le 11 septembre, on a eu le printemps arabe, etc. Alors, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, après cette vague donc, qui prend ses sources en 1979, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, et particulièrement depuis la chute de Bachar, c'est est-ce qu'on arrive à la fin de cette vague ou de ce tsunami, pour prendre aussi une métaphore très utilisée, ou plus précisément, est-ce que on est à l'aube d'une séquence qui serait entièrement nouvelle? Alors, par exemple, hier, Anouar Gargash a présenté une vision
très remarquable, notamment par sa tolérance et par sa sagesse, mais quand même assez optimiste aussi. Donc est-ce qu'on peut imaginer, en effet, sur la base historique à laquelle tu viens de nous introduire, est-ce qu'on peut imaginer qu'effectivement qu'il y ait une chance que l'on entre dans une nouvelle séquence, ce qui supposerait que les Iraniens eux-mêmes soient prêts à le faire, et pas seulement eux, ou est-ce qu'on peut imaginer au contraire qu'on joue des prolongations, où ce serait plutôt l'esprit de la guerre qui l'emporterait sur celui de la recherche de la paix? Alors, le fait que l'Iran ait joué essentiellement la carte chiite et la carte militante, anti-impérialiste, anti-sioniste, etc., a laissé de côté ce qu'on pourrait appeler un peu les masses sunnites. Et il y a eu du côté des sunnites une radicalisation qui s'est faite essentiellement sous l'étiquette djihadiste, avec Al-Qaïda d'abord, et surtout avec ISIS en Syrie plus tard. Et le djihad d'Al-Qaïda et de ISIS est un djihad global. Leur objectif n'a jamais été régional. Ils parlent très peu de la Palestine. Évidemment, ils ont un discours anti-israélien, mais ils n'ont jamais soutenu les Palestiniens et ils ont au contraire mené la guerre au cœur de l'Occident, avec le 11 septembre, avec les attentats en Europe, etc. Donc cette vague djihadiste qui commence en 1995 et qui pour moi s'est terminée tout récemment. Cette vague djihadiste nous a occulté, à nous les Occidentaux, les vraies dynamiques du Moyen-Orient. C'est-à-dire on voyait tout à travers le djihad et le terrorisme. Bon. Alors que, disons, au niveau des populations, c'était pas ça qui était vraiment le facteur de mobilisation politique. Al-Qaïda est resté en dehors du Moyen-Orient. Par contre, ISIS s'est installé au cœur du Moyen-Orient, entre la Syrie et l'Irak. Et là, il y a une dimension dans ISIS qu'il faut bien comprendre, qui est la revanche des sunnites. Après l'invasion américaine de l'Irak, les sunnites n'avaient plus aucun pouvoir dans le croissant fertile, sauf en Jordanie. C'est-à-dire que le Liban était en gros une cogestion entre le Hezbollah et les chrétiens. La Syrie, c'était les Alaouites de la famille Assad. Et l'Irak, c'était les chiites qui ont été remis au pouvoir, paradoxalement, par les Américains. Donc on avait une espèce de frustration du monde sunnite du croissant fertile qui explique largement l'implantation de ISIS à cette époque-là. ISIS a été vaincu. Et je crois qu'aujourd'hui, le djihadisme est vaincu. Il est résiduel, il y en a toujours, on aura des attentats, mais la dynamique interne du djihad global est cassée. On a des djihads locaux, comme dans le Sahel, on a des mouvements qui se réclament toujours un peu du djihad, mais qui sont devenus locaux. Et c'est là qu'apparaît Jolaini, c'est là qu'apparaît le mouvement Atesh. Jolaini est un type intéressant parce qu'il a parcouru tout l'arc. Il a démarré avec ISIS, il est passé à Al-Qaïda, et après il a créé sa propre organisation sur une base régionale, Idlib. Et là, alors on connaît bien ce qu'il a fait. J'ai des collègues qui vont sur le terrain depuis 8 ans, qui ont interviewé Jolaini, et surtout qui ont interviewé les autres gens, les notables locaux, mais aussi les chrétiens, les évêques. Nous sommes en contact avec les évêques de la région, qui sont les premiers, je dirais, à sentir comment les choses vont tourner, parce que les chrétiens sont souvent les premières victimes de ces soubresauts djihadiques ou salafistes, etc. Or, d'emblée, Jolaini a protégé les chrétiens et a assuré la liberté du culte, ce qui est très, très, très important, la liberté du culte, pas seulement la protection physique de la minorité chrétienne. Et là, on voit avec la percée de Jolaini, la prise de Damas, on voit une logique, c'est un événement extraordinaire, mais parfaitement logique. C'est la reprise du pouvoir en Syrie par la majorité sunnite. Regardez la carte des ralliements. Il a d'abord traversé tout l'axe sunnite, donc du nord, Idlib, Hama, Homs, Damas,
et il était rejoint au sud par les gens de Dera, qui sont à la frontière jordanienne. Voilà, ça c'est l'axe sunnite. Et puis on a appris, mais dans les 24 heures, les tribus arabes de Deir ez-Zor, de l'Est, qui avaient accepté, disons, la suzeraineté des Kurdes, d'un seul coup, ils ont tous fait allégeance au nouveau patron de Damas. Et j'allais dire, ils auraient fait allégeance à n'importe quel chef arabe sunnite à Damas. Bon. Donc là, on a la reconstitution d'une Syrie sunnite et arabe. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que des sunnites arabes en Syrie. Il reste deux grands groupes, les Alaouis à l'ouest, qui sont chiites ou crypto-chiites, comme vous voulez, mais qui sont arabes, et les Kurdes à l'est, qui sont sunnites, mais qui ne sont pas arabes. Voilà. Donc le défi maintenant, pour Giuliani, c'est de gérer les deux parties non-arabes sunnites de la Syrie. Il suffit qu'ils s'allient à un des deux, et c'est déjà, j'allais dire, la stabilité assurée. Bon. Mais le projet ici, c'est de reconstruire une Syrie multiconfessionnelle, mais à dominante arabe sunnite. Et cette Syrie-là n'a pas de prétention d'expansion, elle n'a pas de prétention à représenter le sunnisme dans le monde ou l'islamisme dans le monde, etc. Donc, quelle que soit la forme du régime, on n'en sait rien, ça on verra, mais on a une Syrie qui va rester dans ses limites territoriales et qui ne sera pas un facteur de déstabilisation des voisins. C'est plutôt le contraire qui va se passer. On aura les voisins qui auront un effet de déstabilisation en Syrie. Donc la question clé maintenant, c'est de modérer tous les voisins par rapport à la Syrie, pour laisser la Syrie s'installer, disons, comme un État-nation sur un territoire qui est reconnu par la communauté internationale. Donc ça ne pose pas de problème fondamental. Donc le tournant, il est là. La fin du djihad global, la fin de l'appel à l'unité du monde arabe contre l'ennemi sioniste, etc. C'est complètement fini. Alors, les accords d'Abraham avaient montré que c'était déjà fini pour toute une partie du monde arabe. Mais le fait que, le monde arabe a abandonné les Palestiniens, voilà, ça c'est clair, c'est évident, même si sur le plan de l'émotion, il y a quelque chose évidemment qui touche l'opinion publique arabe, politiquement, stratégiquement, il n'y a plus de guerre israélo-arabe, c'est fini. Il y a un conflit israélo-palestinien qui va durer, ça c'est clair. Et alors le changement en Syrie libère dans le fond tous les non-dits des accords d'Abraham. C'est-à-dire que maintenant, on voit les États arabes se replier sur des intérêts nationaux. Ce qui est très intéressant, ce qui se passe en Arabie Saoudite, où on voit le prince héritier qui délibérément, expressément, parle de l'Arabie Saoudite comme un État-nation, se définit comme dans un nationalisme saoudien. Et il a donc cassé les deux piliers de ce qui avait été l'Arabie Saoudite depuis sa création, c'est-à-dire un clergé wahhabi et la tribu des Saouds. Il a cassé sa propre tribu. Il a mis tous ses cousins en prison. Bon. Oui, prison dorée, mais tout est doré en Arabie Saoudite, donc c'est pas un problème. Et il fait appel à des fonctionnaires qui ne sont pas de la tribu. C'est complètement nouveau, ça. Et ce phénomène, disons, de nationalisation, d'ancrage du nationalisme, on l'a d'un bout à l'autre. Regardez le Maroc et l'Algérie, par exemple, c'est absolument évident. Donc là, c'est ça le grand changement. Et l'Iran, maintenant, est au pied du mur. C'est-à-dire que soit l'Iran accepte, disons, de se replier sur l'État-nation iranien, qui est quelque chose de très très consistant, et de rentrer dans ses frontières tout en s'assurant évidemment un espace d'influence qui serait l'Irak, le Golfe, l'ouest de l'Afghanistan, avec des relations compliquées avec la partie nord, avec l'Azerbaïdjan, l'Arménie, tout ça c'est compliqué, mais disons revenir à un type de souveraineté un peu classique, ou bien l'Iran n'accepte pas la destruction de l'axe de résistance, etc., et se relance dans un activisme. C'est ça. Moi, je pense qu'il y a une crise de régime en Iran, qu'elle va être structurelle.
grosso modo, les modérés, les radicaux, même si ça ne veut pas dire grand-chose, hein, les radicaux sont en crise totale. Ils ont été battus ou ils pensent qu'ils ont été trahis. Hein. Et c'est toujours mauvais quand on voit une armée revenir dans son pays en disant on a été trahi. On a vu ce que ça a donné en Allemagne, on a vu la France avec l'OAS. Bon, c'est compliqué. Hein. Par contre, une chose est sûre, la société civile iranienne ne veut plus d'aventure moyen-orientale de l'Iran. Voilà. Ils sont nationalistes, ils sont sécularisés. Je veux dire, 30 ans ou 40 ans de république religieuse, 30 ans ou 40 ans d'un État religieux, quel qu'il soit, hein, république ou autre, hein, et pas seulement musulman, mais peut-être avec d'autres religions, eh bien, ça dégoûte la population de la religion. Voilà. Hein. Alors, tout ça est d'une très grande clarté, mais est-ce qu'on peut dire, pour simplifier tout ça, qu'au fond, l'expression du nationalisme arabe, après la décolonisation, s'est faite à travers un modèle au fond occidental, je dirais même presque français, hein, c'est-à-dire un mélange de laïcité et de socialisme à façon arabe, si je puis dire, et tout ça avec la force militaire garantissant tout ça par derrière, donc les Assad, Saddam Hussein, etc. Bon. Et au fond, on a gardé le modèle nationalisme, mais on l'a réhabillé complètement, on l'a réhabillé avec quand même l'islam, mais un islam qui ne se prétend plus universaliste, expansionniste, djihadiste, etc. Et donc ça va plutôt dans la vision, dans le modèle, on va dire, à Noir-Gargache, comme il le disait hier. Bon. Alors néanmoins, passer d'ici à là, la mutation complète du modèle, c'est pas si simple que ça. Pour ça, il faut, si je puis dire symboliquement, des hommes d'État. Alors, est-ce que le nouvel homme fort de la Syrie, est-ce que tu as des raisons de penser qu'il pourrait être à la hauteur de cette extraordinaire tâche qui équivaut quand même à une transformation complète, à la fois vis-à-vis de l'intérieur et vis-à-vis de l'extérieur? Ça, c'est la question numéro 1. Et la question numéro 2, parce que je mets ça ensemble, c'est qu'en Iran, ce que tu viens de dire, ça peut se passer bien ou se passer mal. Alors, se passer bien, ça pourrait être une crise de régime, mais au fond, peut-être le retour de ceux qu'on appelait les modérés, les ratamis, ou ce type de personnalité. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur la manière dont tu sens les choses? Alors pour Giuliani, comme je disais tout à l'heure, on l'a vu à l'œuvre pendant les 8 ans où il a gouverné la région d'Idlib. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas imposé son parti. Il a récupéré les notables locaux et il a donné une autonomie au clergé musulman local. Le paradoxe, c'est que ce clergé est très très conservateur et a reproché à Giuliani de ne pas faire appliquer la charia. Alors, comme toujours, quand on parle de charia, qu'est-ce qui est en jeu? Les femmes. Bon, ça c'est une règle absolument générale. Et donc les religieux ont demandé la séparation de l'université en 2 universités, une pour les hommes, une pour les femmes. Ils ont demandé la suppression des malls avec tous les magasins. Les jeunes venaient prendre le café, discuter entre eux, etc. Et ils ont demandé le rétablissement de la police religieuse. Et ce qui est intéressant, c'est que Giuliani a refusé les 3 demandes. Hein. Il a refusé de créer 2 universités pour éviter la mixité. Il a refusé de fermer les malls où les jeunes se rencontrent, hommes et femmes. Hein. Et il a dissous la police religieuse. Bon, c'est des signes. Hein. Et puis, il a été voir les évêques. Bon, quand ils ont pris Alep, les sœurs du Carmel, évidemment, on les a appelées pas moi, hein, parce que, bon, d'abord, elles n'ont pas forcément le droit de parler des gens comme moi. Les sœurs du Carmel ont envoyé une lettre en expliquant, bon, qu'elles étaient très inquiètes, mais qu'il ne s'est rien passé et que la sécurité du couvent était assurée de l'extérieur, personne n'est rentré, par les services de sécurité. Donc,
Les signes sont clairs. Giuliani est un homme politique. Hein. Je ne dis pas que c'est un démocrate, hein, bien sûr. C'est un homme politique, il veut le pouvoir, et il sait à quelles conditions il peut assurer le retour d'une Syrie unie. Rassembler la communauté sunnite dans toutes ses composantes, donc y compris les modérés, hein, et deux, montrer le visage d'une Syrie pluriconfessionnelle et pluriethnique, même si on est tous d'accord, c'est la majorité sunnite. Bon. Voilà, je pense qu'il va s'en tenir à son programme. Je pense qu'il va s'en tenir à son programme. Maintenant, il n'a pas l'appareil politique, si vous voulez, il y a un changement d'échelle. Idlib, c'était une petite région, maintenant c'est toute la Syrie. Il ne va pas d'un seul coup créer une nouvelle administration. Bon. Il a demandé aux fonctionnaires de rester en place. Il n'y a pas de purge pour le moment. C'est pas parce qu'il est bon et généreux, c'est parce qu'il a besoin d'un appareil d'État. Voilà, ça c'est clair et net. Hein. Donc la question c'est qu'est-ce qui va se passer du côté des Kurdes et là, il faudrait demander aux grands voisins du Nord son avis chez les Turcs. Il faudrait, bon, ça va se régler avec les Turcs. C'est un autre chapitre. Pour l'Iran, c'est une crise de régime. C'est-à-dire que l'Iran n'est pas au bord d'une nouvelle révolution. L'Iran n'est pas au bord d'une guerre civile. C'est une crise de régime. Cette crise de régime peut se faire en douceur derrière les rideaux, avec quelques assassinats. Elle peut devenir violente, hein, c'est-à-dire avec conflits armés entre des groupes de Pasdaran, l'armée, etc. Bon. La population descendra dans la rue quand elle verra qu'il y a une fenêtre d'opportunité, quand elle verra qu'il y a que quelque chose est en train de se passer, et là les gens descendront dans la rue. Mais ils ne commenceront pas par descendre parce qu'ils se font tirer dessus, etc. Je ne crois pas du tout au démembrement de l'Iran. Il n'y a pas de raison qu'il y ait plusieurs Irans, une guerre civile de long terme, etc. Je crois qu'on va retrouver un Iran unifié, étatisé, avec un gouvernement légitime, plus ou moins ouvert, c'est une autre question, plus ou moins religieux, c'est une autre question. Hein. Donc je suis relativement optimiste sur l'Iran. Le problème, c'est le timing, on ne sait pas. Alors, je vais passer la parole dans un instant à Raïm, mais un mot quand même sur la Turquie, parce que la Turquie est un acteur majeur de la région et il a des ambitions. Erdogan a lui-même, on va dire pour simplifier, sa vision néo-ottomane est très forte. Alors, comment ça peut fonctionner ? Alors, aucun doute là-dessus, Erdogan a une vision néo-ottomane. Le problème, c'est qu'il est le seul. Hein. La population turque ne se sent pas du tout ottomane. Eux, ils sont plutôt pour fermer les frontières, renvoyer les Syriens chez eux. La grande idée, ce qu'avait dit Erdogan, il n'y avait pas de frontières autrefois, nous sommes un même peuple, etc. Bon, si vous vous promenez à Mardin, à Gaziantep, les gens ne demandent qu'une chose, la fermeture de la frontière avec la Syrie, sauf pour le business, évidemment. Mais enfin, on fait de la contrebande à ce moment-là, donc ça compense. Mais voilà, il n'y a pas de vision néo-ottomane dans la nation turque. L'appareil d'État turc est turc. Ils n'ont pas une politique néo-ottomane. Bon. Et du côté arabe, personne n'a envie d'un retour de l'ottomanisme. Hein. Quand les frères musulmans ont réussi ici et là, après 2011, à contrôler les parlements en Tunisie et en Égypte, ils étaient bien contents d'avoir la Turquie qui venait les aider, etc. Mais jamais ils n'ont pensé à recréer un califat ottoman. Ça, c'est complètement exclu du côté arabe. Bon. Donc Erdogan rêve, mais en même temps, c'est un bon tacticien. Hein. C'est un bon tacticien. Bon, parfois, je le compare à Trump. Hein. Il dit des choses complètement à côté de la plaque, mais il a le feeling, il sent les choses. Hein. Il faut voir qu'avant 2000, il y a une chose qui a traumatisé Erdogan, c'est la tentative de coup d'État des Gülen. Hein. Ça l'a traumatisé. Mais avant 2015, il avait réellement essayé de faire un accord avec les Kurdes, vraiment. Hein. Et en 2015, pour des raisons qui restent un petit peu mystérieuses, et j'étais à cette époque-là dans le Kurdistan turc, le PKK a lancé une guérilla urbaine. Hein. Et j'étais dans Idlib là, à ce moment-là, et on voit la gendarmerie qui arrive en disant « bon, rentrez chez vous, ça tire bon. ». Et la population n'a pas suivi, pas du tout suivi. Donc des centaines de jeunes se sont fait tuer du PKK, mais les gens ne voulaient pas ce soulèvement. Mais du coup, ça a braqué Erdogan, donc qui a lancé à partir de là une politique
PKK est anti-kurde en général. Hein. Maintenant, il y a deux possibilités. Soit les Kurdes qui sont donc installés dans le nord-est de la Syrie sont pris, si vous voulez, dans un ciseau. Au nord, l'armée turque, et à l'ouest et au sud, le nouveau régime de Damas. Hein. Bon, c'est le pire scénario, mais ça peut se produire. Et un autre scénario, hein, qui est moins probable, mais c'est que Erdogan fasse un deal avec le PKK, avec Öcalan. Ah oui. Il y a quand même un mystère extraordinaire, c'est que le chef du PKK est dans une prison 4 étoiles turque, où il a ses téléphones, où il parle avec ses lieutenants, etc. Bon, ça veut dire qu'il y a que le canal de communication au plus haut niveau fonctionne. Hein. Erdogan peut parler avec Öcalan n'importe quand. Hein. Et je n'exclus pas un accord donc, qui supposerait la démilitarisation des Kurdes et du PKK en général, hein, la fin de tout conflit armé, donc qui rendent les armes à la fois en Syrie et en Turquie, et là qu'on ait des formes de régionalisme qui se mettent en place des deux côtés pour satisfaire les demandes de la population kurde, qui sont beaucoup plus culturelles et linguistiques que religieuses et politiques. Après tout ça, on pourra sabler le champagne sans alcool. Bon, donc, mais tout ça est évidemment fascinant. Alors, ce qui fait l'unité de notre session, c'est que on voit bien que le substrat politique de la région reste religieux. C'est-à-dire, contrairement pour nous, pour les Occidentaux, particulièrement les Européens, et particulièrement les Français, c'est très difficile, puisque nous n'avons que le mot laïcité à la bouche, et l'Europe est entrée dans une phase c'est la fin de la chrétienté. La chrétienté, ne voulant pas dire la fin de la religion, mais voulant dire la fin d'une civilisation profondément ancrée essentiellement dans la religion. Bon, là, évidemment, nous sommes dans une situation très différente. Et là, évidemment, nous retrouvons Israël. D'où, cher Raïm, ta présence et le fait que tu sois en possession d'un micro. J'aime ce micro. D'abord, je tiens, avant toute chose, à te remercier et à manifester ma surprise de voir autant de personnes ici devant nous, parce que c'est l'heure de la messe et qu'il y a un lieu incroyable ici, qui est le fruit de la volonté des Émirats d'avoir fondé la maison de la famille d'Abraham. Un lieu où il y a une église lumineuse, une mosquée somptueuse et une synagogue incroyable, symbolise la tente d'Abraham, reliée par un jardin qui s'appelle le jardin de la paix. Et comme je m'étais dit, il y a la messe à midi, il y aura beaucoup moins de monde. Et je pense que dans les sessions ultérieures du World Policy Conference, tu pourrais peut-être, cher Président, faire en sorte, non pas de rendre obligatoire la messe, à Dieu ne plaise, c'est la fameuse laïcité, mais de la rendre possible. Et je crois que dans la suite de ce qu'a expliqué Olivier Roy de manière incroyable, c'est que ici aux Émirats, ils ont compris que c'était un enjeu politique que manifestait l'ouverture religieuse. Et quand on l'entend nous parler de liberté religieuse en Syrie, il ne faut jamais oublier, y compris dans les combats qui sont essentiels pour nous en France, pour les chrétiens d'Orient, qui sont des combats vitaux, parce que historiquement, ça a toujours été notre ligne. La France est d'une sorte de protecteur des chrétiens d'Orient. Oui, parce que la diversité religieuse, elle est déjà en lambeaux, parce que dans quasiment tous ces pays, il n'y a plus aucun juif. Donc déjà ça, c'est une réalité. À Alep, par exemple, il y a encore quelques Arméniens, mais il n'y a plus un seul juif. La communauté juive d'Alep est partie en masse à Panama. Et il se trouve que François Gouillette pourrait le confirmer, c'est le Quai d'Orsay qui est responsable des intérêts des Juifs qui ont fui Alep au Panama. Et on garde ce vieux dossier comme une sorte de témoignage d'un temps où il y avait vraiment la diversité religieuse. C'est le cas d'ailleurs au Liban ou ailleurs. Mais pour moi, cet enjeu-là de la diversité religieuse, ici, dans ce pays, s'incarne dans cette maison d'Abraham. Et hier, donc, je me suis esquivé
Mais j'ai pu entendre Gargache et Pierre Besténou m'en parler. Un discours incroyable parce qu'il dit les choses. Mais je vous assure que quand vous êtes... Moi, hier, j'étais dans la synagogue et je tiens d'ailleurs à remercier celles et ceux qui sont venus vendredi soir participer à l'office. C'était un moment de fraternité assez extraordinaire. Vous êtes dans la synagogue, vous entendez les cloches sonner à côté au moment de la prière, vous entendez le muezzin lancer l'appel. Il y a quelque chose de l'ordre du respect de chacun. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de construire. Et après, je vais revenir à l'Iran. C'est ce que j'ai essayé de construire avec Mohamed Alissa, qui est le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale. Il y a un bonhomme qui arrive, qui est nommé secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, c'est un Saoudien. Il se trouve que j'ai des contacts plutôt discrets avec les autorités saoudiennes, et notamment l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en France, qui m'a présenté un homme extraordinaire, Al-Jaber, son ministre des Affaires étrangères de l'époque. On échange avec lui, c'est lui qui m'explique qu'effectivement, il ne les met pas en prison, il les enferme au Hilton et il leur demande de rendre 90% de ce qu'ils ont. Alors moi, je lui dis, écoute, 90% de ce qu'ils ont. Alors il m'explique comment ils ont, disons, augmenté les bénéfices indus pour l'État et il me dit, you know, when you have $20 billion, you can live with only $2 billion. Et c'est vrai que vu de cet angle-là, c'était mignon. Je comprends ça. Bon. Et je parle, on me fait rencontrer Alissa, secrétaire général de la Ligue islamique mondiale. Et je lui explique ce que tu disais tellement intelligemment tout à l'heure. Je lui explique 3 points. La première chose, c'est que la Oumma, c'est-à-dire l'ensemble de la communauté musulmane mondiale, doit tenir compte des réalités locales. On peut avoir une vision de la Oumma, je le conçois. Mais par exemple, si je conçois le judaïsme comme une religion monolithique, ce qui n'est évidemment pas le cas. Mais imaginons, il y a des différences locales en fonction de la majorité. En Israël, ce n'est pas la même chose qu'en France, ce n'est pas la même chose qu'en Ouzbékistan, ou ce n'est pas la même chose que vous voulez. Chaque pays a sa spécificité. Mais ça ne défait pas la Oumma, je vais expliquer. La deuxième chose, c'est que la spécificité de la France, c'est la laïcité. Et j'ai mis du temps à lui expliquer, parce que c'était difficile à comprendre. Ce n'est pas l'athéisme. Et pour l'islam, c'est difficile à comprendre, pour être honnête, pour tous les étrangers, sauf pour les Français, c'est difficile à comprendre ce concept de laïcité. Et j'ai mis du temps à lui expliquer, ce n'est pas l'athéisme. La laïcité, c'est la liberté de pratique religieuse. Donc l'État garantit aux musulmans la possibilité de pratiquer leur religion. Troisième point sur lequel j'ai mis du temps à lui expliquer, c'est que s'il est capable de mettre en mouvement quelque chose dans le monde musulman, c'est de faire ce qu'on appelle la reprise de l'ijtihad, c'est-à-dire l'interprétation des textes pour faire que l'islam ne s'enferme pas dans un texte qui n'est pas interprété. Nous, dans la Torah, je vous assure que la Torah ne parle pas des ascenseurs, ne parle pas des voitures Shabbat, ne parle pas des téléphones portables. J'ai cherché dans la Bible, je n'ai pas trouvé. En revanche, le corpus de pensée rabbinique, depuis le don de la Torah, depuis 3300 ans, a su intégrer les questions modernes et répondre avec les invariants. Les principes, on les adapte aux questions. On peut même discuter d'intelligence artificielle, si on veut, à partir de la Bible. Pourtant, je ne pense pas que, même s'il y avait les tables de la loi, je ne pense pas que c'était 2 iPads. Tu vois, je pense que c'était 2 tables en pierre. C'est le métier des rabbins de faire ce genre d'interprétation. Oui, Hein ? oui, on l'a fait. Et donc j'ai demandé à Alissa de lancer un mouvement. Et ce qui est extraordinaire, je vais vous dire, c'était stupéfiant. Il m'a dit, je veux te voir dans quelques jours. Il a consulté le grand recteur de la mosquée Al-Azhar, il a consulté tous ses stakeholders, ses partenaires. Il est revenu et il m'a dit, on va faire quelque chose. On a fait un grand lancement à la bourse à Paris, on a loué la bourse, et il a fait son discours dans lequel il a établi ces 3 points. Moi, j'appelle le ministre de l'Intérieur en leur disant, c'est formidable, recevez-le. Et donc, c'est Gérard Collomb à l'époque qui le reçoit, et on conçoit qu'il faut aider cette vision de l'islam qui intègre l'idée
que la laïcité n'est pas une attaque contre les religions et contre l'islam en particulier. Donc on voit qu'il y a une possibilité d'expliquer les choses et de faire avancer les choses. Et la religion devient, comme je vous le disais pour ce lieu magnifique, la maison de la famille d'Abraham, les religions et la coexistence des religions devient un enjeu majeur, y compris de démocratisation des sociétés, puisque on garantit, comme les sœurs du Carmel dont vous parlez, mais c'est un enjeu majeur aussi pour l'histoire de la Syrie, on leur garantit la possibilité de perdurer et de faire vivre ce qu'a toujours été une partie du Moyen-Orient. Je crois profondément aux invariants de l'histoire. Et l'un de ces invariants, ça peut vous étonner, c'est la proximité entre le judaïsme et la Perse. Peut-être pas l'Iran, mais la Perse. Notamment parce que quand vous lisez le livre d'Esther dans la Bible, Esther, la reine Esther, est la femme d'Assuérus, qui est le roi, le souverain des 127 provinces de la Perse biblique. Et leur fils, c'est lui qui permet la réinstallation des Hébreux en Terre Sainte pour la reconstruction du Second Temple. Et il y a eu, jusqu'au Shah inclus, il y avait une grande proximité entre l'État d'Israël et la Perse, l'Iran de l'époque. En tout cas, jusqu'au Shah, c'est évident. Donc, qu'il y ait une aventure, même si elle est longue, ça n'empêche pas les invariants de l'histoire, pour diverses raisons. Et c'est la seule chose, d'ailleurs, où je n'étais pas complètement d'accord avec vous. Je n'ai pas le sentiment, mais ça, il faudrait demander à Danishek, l'ambassadeur, qui lui sait ça mieux que moi, qu'il y ait une guerre israélo-palestinienne. Il y a une guerre israélo-Hamas, ça c'est sûr. Il y a ensuite une guerre Israël contre le Hezbollah, c'est sûr. Mais il n'y a pas eu de guerre israélo-palestinienne. Depuis le 7 octobre, sûrement pas. Et c'est un enjeu majeur d'ailleurs pour Israël, me semble-t-il, de permettre à une nouvelle génération de leaders palestiniens de pouvoir apparaître et gérer ce qui serait cet espace, cet État palestinien. Alors là, maintenant, j'ai peut-être un apport, mon cher Thierry, là, purement religieux. Il a fallu 11 jours, pour que le Golani, puisque c'est comme ça son nom, mais c'est marrant parce que c'est le nom d'une unité israélienne, donc je dis rien, mais il s'appelle comme ça, donc appelons-le selon son nom, le Golani. 11 jours pour qu'il prenne Damas et la Syrie. Il a fallu à Josué, dans la Bible, 7 tours de Jéricho, pif, pouf, paf, pour que les murailles tombent. Je pense, comme vous, mais je pense que ça ira plus vite, que l'Iran est très, très fragile. Et je vais vous dire pourquoi. Ce matin, on écoutait la formidable table ronde sur la santé comme une évidence géopolitique. Quand un corps est très malade et que le cœur n'a plus assez de force pour envoyer du sang dans les membres, le cœur envoie du sang dans les organes vitaux et les premiers qui sont plus vascularisés, ce sont les bouts, les doigts, les pieds. Et moins il y a de force dans le cœur, moins il y a d'espace qui est vascularisé. C'est ce qui s'est passé avec la faiblesse endémique de l'Iran, puisque le Hamas n'était plus irrigué, le Hezbollah n'était plus irrigué, et donc symboliquement, le corps qui envoyait du sang, de ce que vous voulez, de haine, d'armes, ce que vous voulez, n'arrive plus à pomper assez loin. Et donc, c'est qu'il a une faiblesse terrible. Non pas qu'il se restreint à son domaine, parce que s'il y a une faiblesse, il y a même une faiblesse interne. Et donc, je suis absolument d'accord avec vous, il y aura des éléments extérieurs qui vont rendre crédible un renversement de pouvoir. À ce moment-là, le peuple descendra dans les rues, comme il l'a fait il y a 3 ans, par exemple, et ça a failli basculer. Sauf que le pouvoir a repris par la violence la rue. Mais regardez les tentatives, et notamment il faut rendre hommage aux femmes qui osent se confronter à la violence du pouvoir, qui osent manifester une façon d'être musulmane dans un monde où on ne peut pas leur imposer la façon d'être musulmane. Je trouve que c'est aussi un invariant de l'histoire, c'est que les choses peuvent changer très vite. Et regardez, vous parlez de l'axe chiite, Bahreïn par exemple, qui est un État chiite,
est l'un des signataires des accords d'Abraham. Et vous remarquez qu'aucun des pays signataires des accords d'Abraham ne les a lâchés. Donc voilà comment, moi, je pense que la religion sera, à terme, un moyen d'exprimer la volonté de démocratie. Bien, merci Raïm. Alors malheureusement, nous n'avons pas le temps de passer. Il faudrait au moins 1 heure pour débattre de tout ça, d'autant plus qu'il y a à l'intérieur de cette salle des grands spécialistes aussi de la Syrie, par exemple. Nous n'allons pas le faire, mais enfin ces discussions en tout cas stimulent l'appétit intellectuel avant l'autre appétit. Merci, de mon point de vue, le but de cette table ronde a été atteinte. Et j'en suis d'autant plus heureux qu'on reprend un peu le thème de l'espoir. Il est certain que dans les réunions de la WPC, je crois qu'il est toujours extrêmement important de ne pas avoir peur d'envisager le pire. Je crois que c'est même absolument indispensable, ne serait-ce que pour l'éviter, mais il est bon aussi de temps en temps de sentir le vent de l'espoir. Je me demandais, cher Président, s'il n'y a pas eu la messe, est-ce que je pourrais, puisque tu parles très justement de l'espoir, j'ai un texte tellement court sur l'espoir de Bernanos. Est-ce que tu m'autorises à le lire? 1 minute. Mais même pas. Bernanos. Ouais, c'est bien. Ça remplace la messe ou pas? Faudrait que je demande à François. Bernanos, il remplace tout. Écoutez ce texte assez incroyable, vraiment de Bernanos sur l'espérance. Qui n'a pas vu la route à l'aube entre 2 rangées d'arbres, toutes fraîches, toutes vivantes, ne sait pas ce que c'est que l'espérance. L'espérance est une détermination héroïque de l'âme, et sa plus haute forme est le désespoir surmonté. L'espérance est une vertu héroïque. On croit qu'il est facile d'espérer, mais n'espère que ceux qui ont eu le courage de désespérer des illusions et des mensonges où ils trouvaient une sécurité qu'ils prennent faussement pour de l'espérance. L'espérance est un risque à courir, et c'est peut-être même le risque des risques. L'espérance est la plus grande et la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme. On ne va jusqu'à l'espérance qu'à travers la vérité, au prix de grands efforts. Pour rencontrer l'espérance, il faut être allé au-delà du désespoir. Quand on va jusqu'au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. C'est une variante du pari de Pascal. Hein. Nous avons donc applaudi, dans l'ordre d'apparition, Olivier Roy, Raïm Corsia et Bernanos.